Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez vraiment manqué, donc me revoilà. Et aujourd'hui, nous allons faire une leçon de production orale du DELF B2. Je vais vous donner un exemple d'exposé de production orale, mais avant, je vais vous rappeler quelques points importants concernant la méthodologie. Tout d'abord, vous vous rappelez, la production orale, c'est une épreuve individuelle. Individuelle, c'est-à-dire que certaines personnes vont passer la production orale avant les épreuves collectives, d'autres personnes le même jour que les épreuves collectives et d'autres après les épreuves collectives. Cela dépend de l'organisation de votre centre d'examen. Donc, vous aurez 30 minutes de préparation avant de faire votre exposé qui sera suivi d'un débat. Donc, vous allez arriver dans une salle et là, il y aura plusieurs textes. Vous ne verrez pas les textes et vous devrez choisir au hasard deux textes. Vous regardez les deux textes, ce sont des textes assez courts. Vous regardez les deux textes et vous choisissez le texte qui vous convient le mieux. Et donc, une fois que vous avez choisi votre texte, vous avez 30 minutes de préparation. Ces 30 minutes sont très importantes pour préparer votre exposé. Donc, vous devez parler normalement 10 minutes sur le texte. En général, les candidats parlent entre 5 et 7 minutes. C'est aussi accepté. Mais il faut que ce soit au minimum 5 minutes. Donc, pour pouvoir parler aussi longtemps d'un sujet, il faut qu'il y ait une méthodologie, c'est-à-dire qu'il faut que votre plan, vos idées, soient organisées sous forme de plan. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez parler tout le temps des plans. Les plans, c'est très important. Donc, le plan, c'est comme ça, c'est une introduction. À l'intérieur de l'introduction, vous allez avoir la présentation du texte avec ensuite la problématique. La problématique, c'est la question générale à laquelle vous allez répondre pendant votre exposé et ensuite l'annonce du plan. Donc, vous allez expliquer à l'examinateur ou à l'examinatrice ce que vous allez dire dans votre exposé. Ensuite, vous avez le développement. En général, moi, je vous conseille de faire deux parties. Donc, ça peut être, par exemple, première partie, les avantages de quelque chose et deuxième partie, les inconvénients. Ou alors, les inconvénients et ensuite les avantages. Ça dépend de votre point de vue. Par exemple, si vous êtes pour l'interdiction des téléphones portables à l'école, donc, si vous êtes pour l'interdiction, en premier, vous allez donner peut-être les avantages d'avoir un téléphone portable à l'école. D'accord? Donc, c'est votre opinion opposée. Et dans la deuxième partie, vous allez donner les inconvénients d'avoir un téléphone portable à l'école. Et ensuite, dans la conclusion, vous allez faire un petit résumé de ce que vous avez dit. Vous pouvez également donner quelques solutions aux problèmes. Vous devez également répondre à la problématique. Donc, en général, petit résumé, vous répondez à la problématique. Donc, vous donnez votre point de vue. Mais votre point de vue, normalement, vous l'avez donné dans la deuxième partie. Donc, c'est votre opinion. Donc, vous pouvez dire clairement, moi, je suis contre l'utilisation des téléphones portables à l'école, d'accord, dans votre deuxième partie, et vous le répétez dans la conclusion, et ensuite vous donnez des solutions, par exemple. Pourquoi c'est important de bien donner votre opinion? Parce que ensuite, il va avoir un débat et l'examinateur ou l'examinatrice doit savoir quelle position il ou elle doit prendre puisqu'il va ou elle va s'opposer à vous. Ça, c'est le plan le plus basique, le plus utilisé, mais parfois, il y a des sujets qui sont plus sensibles et qui ne permettent pas d'avoir un plan avantage-inconvénient. Donc, je pense notamment à des thèmes comme par exemple l'obésité, la pauvreté, la précarité, le harcèlement, les choses comme ça, d'accord? Donc là, bien sûr,
on ne peut pas faire un plan avantage-inconvénient. Donc dans ce cas-là, dans la première partie, vous allez faire les causes, vous donnez 2 causes. Ensuite, deuxième partie, les conséquences. Et dans la conclusion, vous donnez des solutions. Donc, j'ai déjà fait un exemple avec ce type de plan. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Le thème d'aujourd'hui nous permet de faire un plan avantage-inconvénient. Je vais vous donner mon exemple dans quelques minutes. Et donc, je rappelle juste, pour votre développement, il faut, en tout cas, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que je vous conseille, d'avoir un argument avec l'explication de l'argument plus un exemple, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous allez être noté sur ça. Donc, pour pouvoir gagner les points, c'est important qu'il y ait un argument accompagné d'une explication et d'un exemple. Un exemple concret, un exemple pertinent. Allez, je vais vous montrer tout de suite mon exemple. En premier, nous allons lire le texte et ensuite, je vais afficher mon exemple à l'écran. Donc, pour la production orale, c'est quelque chose qui est normalement plus ou moins spontané. C'est-à-dire que vous allez avoir des notes que vous aurez écrites pendant les 30 minutes de préparation, mais vous n'aurez pas écrit des phrases complètes, d'accord? Donc c'est normal si pendant votre exposé, parfois il y a des temps de silence, parfois peut-être vous allez chercher l'idée suivante, etc. C'est tout à fait normal. Il faut simplement regarder vos notes et puis ensuite regarder la personne qui vous examine. Moi, pour cette vidéo, je vais afficher mon texte que j'ai écrit complètement. Donc, ce n'est pas complètement représentatif de la production orale, puisque je répète et j'insiste, vous ne devez pas écrire de phrases complètes, mais pour que vous puissiez voir un maximum comment je fais mon plan, comment je construis mes phrases, etc. J'ai décidé de ne pas parler de manière spontanée, mais de vous mettre à l'écran mon texte. Voilà, allez, c'est parti! J'ai choisi de traiter le sujet 1. Cet article, extrait du site www.rtbf.be, parle de la gratuité des transports en commun. Le journaliste nous explique que plusieurs villes ont mis en place la gratuité des transports en commun pour tous. Dans cet exposé, on se posera la question suivante. Est-ce que c'est utile de rendre les transports gratuits ? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps quels sont les avantages de ce système. Ensuite, dans un deuxième temps, on étudiera les inconvénients. Pour commencer, plusieurs villes comme Dunkerque ou Châteauroux ont rendu leur transport en commun gratuit, ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville. En effet, se déplacer coûte cher. Grâce à la gratuité des transports publics, les habitants peuvent avoir plus de pouvoir d'achat car ils font des économies puisqu'ils n'ont plus besoin d'acheter des titres de transport. À titre d'exemple, je dépense 55 € par mois pour ma carte d'abonnement qui me donne accès au bus, tram et métro. Si j'avais la chance de vivre dans une ville où les transports seraient gratuits, j'économiserais 660 € par an. C'est une somme importante et donc une belle opportunité. D'autre part, le centre-ville sera moins encombré par les voitures et le taux de pollution de l'air va diminuer.
S'il y a seulement les bus et trams qui circulent en ville, la qualité de vie augmentera puisque l'air sera plus respirable. J'ai lu un article récemment qui parlait des répercussions positives du confinement. Comme on le sait tous, pendant cette période, les personnes n'ont presque pas utilisé leur voiture et dans la majorité des villes, le taux de pollution a considérablement baissé. Je pense que le même phénomène pourrait se produire si la majorité des personnes n'utilisaient plus leur voiture en ville. Voilà pour ma première partie. Nous avons vu qu'il y a des avantages pour les habitants et pour l'environnement. Passons maintenant à la deuxième partie. Même si, certes, la gratuité permet d'améliorer notre qualité de vie, je pense que ce système n'est pas complètement efficace pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le réseau des transports en commun risque d'être vite saturé. En effet, comme mentionné dans le texte, beaucoup de personnes vont utiliser les transports en commun et pas seulement les automobilistes, mais également les cyclistes. Or, la majorité des réseaux de transport en commun a été créée pour un certain nombre d'utilisateurs. C'est alors évident que si soudainement le nombre d'usagers double, les lignes seront perturbées. Par exemple, samedi dernier, j'ai pris le métro et comme c'était le premier jour des soldes, il y avait beaucoup de monde qui souhaitait se rendre au centre-ville. Mais les lignes de métro ne marchaient plus pendant 30 minutes à cause de l'affluence d'un trop grand nombre de personnes. La situation était chaotique, beaucoup de gens attendaient dans les stations et finalement, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. De plus, selon moi, quand un service devient gratuit, il perd de la valeur aux yeux des usagers. En effet, il y a des études scientifiques qui prouvent que quand les gens ne paient pas pour un service ou pour un bien, ils prennent moins soin de l'objet ou de l'endroit. Donc, si les transports deviennent gratuits, on risque de voir plus de déchets par terre dans les stations de métro, par exemple. Donc pour conclure, on a vu que la gratuité des transports présentait quelques avantages. Cependant, je ne pense pas que ce système soit utile et efficace. Ainsi, je crois dur comme fer que les municipalités ne doivent pas offrir ce service à la population gratuitement. Cependant, pour les personnes ayant un budget restreint, la mairie peut donner l'accès aux transports en commun sans contrepartie financière. Cela existe déjà en France. De plus, les entreprises en général participent déjà à l'achat des titres de transport de leurs employés. Donc, il y a déjà des solutions qui existent et je trouve qu'elles fonctionnent bien. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je suis prête pour notre débat. Voilà, donc j'espère que mon exemple vous aide à comprendre encore mieux la méthodologie et à vous inspirer, peut-être à avoir de l'inspiration pour des arguments et des exemples si vous tombez sur ce sujet le jour de l'examen. Je vous laisse avec 2 autres vidéos si vous souhaitez continuer votre préparation au DELF B2. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.